Bonjour et bienvenue dans The Global Conversation. Aujourd'hui, mon invitée est Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Nous allons parler d'Europe et en premier lieu des élections européennes qui auront lieu fin mai. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Nous allons passer 20 minutes ensemble dans notre format Uncut. Est-ce que vous espérez battre votre score incroyable de 2014, 25% en l'occurrence ? La situation de la vie politique française est un peu différente, puisqu'en réalité, il y a un parti de plus, c'est En Marche. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que nous arrivions en tête, pour deux raisons. D'abord pour une raison, évidemment, vous le comprendrez, européenne, parce que je souhaite que nous soyons un très grand groupe de défenseurs des nations et d'opposition à cette Union européenne dont nous considérons qu'elle a échoué, qu'elle a failli. Mais aussi pour une raison nationale, c'est que je pense qu'il faut absolument que Emmanuel Macron soit battu dans ce qui représente des mi-termes en quelque sorte, pour que le signal lui soit lancé qu'il ne peut pas continuer la deuxième partie de son mandat comme il a commencé la première. Alors justement, En Marche, allié avec le MoDem, vous devancez un tout petit peu dans les sondages. Est-ce que vous pensez quand même pouvoir faire mieux que lui, que cette coalition ? Oui, je le pense. Mais tout ceci dit une chose, c'est que nous sommes le premier parti de France. Car vous avez raison de le rappeler, cette liste En Marche est en fait une liste de coalition avec le MoDem et Agir également, et une partie de LR, si je puis me permettre, puisque M. Juppé, M. Raffarin, qui ne sont pas les moins connus des dirigeants Les Républicains, ont d'ores et déjà annoncé leur soutien à la liste En Marche. Et malgré tout cela, je pense qu'effectivement nous arriverons en tête à ces élections européennes, parce que nous représentons en réalité un espoir pour l'Europe. Cette Europe, elle a désespéré les peuples, cette Union européenne, par son caractère carcéral, ses chantages, ses menaces, et puis ses résultats, encore une fois, très mauvais. Or, il y a une autre Europe à construire. Alors, pour sauver l'Europe, il faut se détourner de l'Union européenne. On va y venir dans un instant. Maintenant, est-ce que vous pourrez dévoiler quelques points de votre programme, les 3 points principaux? Il n'est pas encore annoncé officiellement. Est-ce que vous pourriez sur Euronews nous dire, voilà, 3 points importants de votre programme? 3 points importants, c'est de retrouver les protections. Or, les protections, elles sont d'abord le fait des nations. Donc, suppression de Schengen, ça c'est une évidence. L'urgence, c'est de retrouver la maîtrise de nos frontières. On peut envisager une structure type Frontex de garde-côte internationale, mais qui n'interviendrait qu'à la demande des États qui sont confrontés à un flux migratoire massif. Mais nous devons retrouver, évidemment, la maîtrise de nos frontières. Deuxièmement, il faut arrêter la concurrence internationale déloyale. C'est-à-dire qu'il faut que les productions que nous n'avons pas le droit de cultiver ou de fabriquer dans l'Union européenne ne puissent pas être importées dans l'Union européenne pour éviter la concurrence internationale déloyale. Enfin, dans un troisième temps, il faut arrêter avec les accords de libre-échange, parce que les accords de libre-échange, c'est le contre-modèle écologique dans toute sa splendeur. Il faut qu'on en vienne à une véritable politique de localisme, de proximité, de production, parce que c'est cela qui va préserver nos territoires et préserver notre planète. Il y en aurait beaucoup d'autres, des sujets, mais ceux-là sont essentiels. Revenons sur le dernier point. Vous ne pensez pas qu'une Europe ensemble est plus forte, justement, dans le commerce international pour faire face à des blocs comme la Chine, comme les États-Unis? Se disperser de façon souverainiste, c'est être moins fort qu'à 27, enfin 28, bientôt à 27. Non mais, pardon. En bloc européen. Non mais d'accord, mais pardon, mais cette théorie-là, on nous l'a déjà vendue. Ça fait 25 ans qu'on est sous le sigle, si vous voulez, de cette philosophie-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Union européenne, comme structure supranationale, n'a apporté que des faiblesses. La zone euro, qui est la zone de croissance la plus faible du monde, une désindustrialisation massive de nos pays, un chômage qui continue à augmenter, une pauvreté qui augmente, un niveau de sécurité sanitaire à cause des importations massives qui baissent. Donc, il suffit pas de dire ça. En revanche, que les nations ensemble, que les nations qui coopèrent ensemble, mais qui décident de coopérer, qui ne soient pas forcées de le faire en allant à l'encontre de leurs intérêts, mais qui souhaitent le faire parce qu'elles y voient un intérêt, puissent construire des projets. Oui, bien sûr, c'est notre vision. C'est Airbus, en fait. C'est Ariane. Ça fonctionne. Très bien, mais sans la PAC, je ne pense pas que la France, l'agriculture française, pourrait survivre. Oui, enfin, elle a survécu, excusez-moi, pendant des siècles sans la PAC. Oui, mais enfin, on est dans vous voyez, bon... dans un modèle économique très différent. Oui, et sans cette aide européenne aux agriculteurs français, 9 milliards, 7 milliards en aide directe, l'agriculture française ne pourrait pas survivre. Oui, mais madame, cet argent, il n'est pas fabriqué dans une cave de l'Union européenne. Enfin, M. Juncker n'a pas une grotte avec une machine à fabriquer les billets. Cet argent, il sort de la poche des Français.
En réalité, nous avons versé... Et des Européens. Non, mais tout le monde contribue et on reçoit. Oui, enfin tout le monde contribue et on reçoit. Il y en a quand même qui contribuent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent. En fonction de leur PIB, en fonction de leur économie. Donc c'est le cas de la France. Nous avons versé... C'est un principe de solidarité. Oui, nous avons versé net, 100 milliards depuis 20 ans. Alors, là, 100 milliards. Non, okay. Non, mais il n'y a pas... On peut être dans une bataille de chiffres, mais il y a différentes façons de les calculer avec les droits de douane en plus. Nous avons versé net 100 milliards depuis 20 ans. Bon, par conséquent, qu'on reçoive une petite partie de ce qu'on a versé, c'est quand même tout à fait légitime. Maintenant, objectivement, si on regarde les résultats de la PAC par rapport aux missions qui étaient les siennes, est-ce que vous êtes sûr que les agriculteurs français ont des raisons de se réjouir? Parce que moi, ce que je vois, c'est la disparition du modèle des exploitations familiales. Moi, ce que je vois, c'est des agriculteurs mis en concurrence déloyale avec des productions qui ne respectent pas les normes qu'on leur impose. Moi, ce que je vois, c'est que les protections qui avaient été mises en œuvre, type quota laitier, quota sucrier, ont disparu au fur et à mesure. Donc, très honnêtement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette PAC a rempli sa mission, d'autant plus qu'on envisage de la baisser de 5%. Oui, et vous en désolez vous-même, vous êtes au Salon de l'Agriculture et vous en désolez vous-même. Mais j'espère bien. Donc on en a besoin, on n'en a pas besoin de l'Europe. Non mais madame, c'est notre argent. En l'état, la PAC est le fonctionnement actuel de l'agriculture européenne. Donc qu'on me dise qu'en plus on va baisser, c'est-à-dire qu'on va encore toucher moins que ce qu'on touche actuellement, au risque de voir nos agriculteurs être là pour le coup, pour une grande partie d'entre eux qui déjà ne vivent même pas de leur travail, jetés dans les difficultés, évidemment que je suis contre. Moi, je veux qu'on récupère le maximum d'argent qu'on donne à l'Union européenne ou qu'on en donne moins, mais on peut pas être à ce point perdant, c'est pas possible. Parlons de ce point très important, l'après-élection européenne, la volonté de former un groupe certainement plus large que celui que vous avez eu du mal à former en 2014, finalement en 2015. À la faveur de la montée des mouvements nationalistes en Europe, vous espérez un groupe plus large. Est-ce que vous courtisez déjà les nouveaux venus comme Vox, par exemple? Nous avons des discussions avec tout le monde. Matteo Salvini évidemment. Mais il est déjà de votre groupe. Non, mais c'est pas ça. Mais Matteo Salvini, nous lui avons demandé précisément d'être celui qui un petit peu va courir un peu les capitales européennes, précisément pour essayer de trouver des nouveaux alliés. Nous serons plus nombreux, nous, ça c'est sûr, mais évidemment que nous voulons nous élargir. Et nous avons même, je vous le cache pas, l'ambition, ou en tout cas le rêve de pouvoir constituer un très grand groupe des défenseurs des nations, dans lequel on pourrait retrouver une grande partie de ECR, peut-être, de EFDD et de ENL. Ça, c'est vrai que ce serait vraiment quelque chose de très pertinent. Mais est-ce que les dérives démocratiques de certains de vos alliés potentiels ne vous dérangent pas? Pensons à Vox. Je parle du cas Vox. Il est assez nouveau sur la scène politique. Il a fait une percée au régional en Andalousie. C'est un parti quand même qui s'appuie sur des thèses très sexistes, qui veut amender la loi sur la protection des violences contre les femmes, qui veut arrêter les avortements, les subventions à l'avortement aux femmes. Enfin, vous, en tant que présidente d'un parti, vous, en tant que femme, comment vous positionnez par rapport à avoir des alliés comme eux? Mais Madame Vox, est une scission du Parti populaire, hein. Donc ils viennent pas de je ne sais quel extrémisme, hein. C'est juste une scission du Parti populaire. Ça dérangeait personne au sein du Parti populaire quand manifestement ces thèses étaient discutées. Donc on voit bien que on a quand même une vision qui est encore une fois idéologique. Bon, mais moi je suis une souverainiste, madame. Moi je suis une démocrate. Donc à chacun ses affaires. Mais exactement, je pense que c'est au peuple. Mais vous voulez bien quand même faire partie du même groupe. Mais moi je considère que c'est au peuple espagnol de décider pour lui-même. Et si Vox enregistre une spectaculaire montée électorale, c'est probablement que ce qu'il exprime correspond aux préoccupations des Espagnols. Moi, je ne me mêle pas des affaires espagnoles. Et je pense que c'est bien d'ailleurs le problème de l'Union européenne qui, à un moment donné, veut imposer un modèle unique à des pays dont, je suis désolé de le rappeler, sont différents, ont une culture différente, ont une histoire différente. Nous avons certes une culture européenne commune, mais nous avons chacun, encore une fois, des spécificités, une identité
diversité, parfois même une identité économique, des points de force, des points de faiblesse. Et Dieu merci, parce que on dit unis dans la diversité. Mais dites-moi, elle est où là, aujourd'hui la diversité dans une Union européenne qui veut que tout le monde soit mangé à la même sauce? Vous ne pensez pas qu'il faut qu'il y ait, Union européenne ou pas, vous ne pensez pas qu'il faut un socle de droits fondamentaux respectés et respectables dans le groupe? Mais madame, vous dites ça. Bon, c'est votre propos, c'est votre opinion. Mais moi, je n'ai rien vu. Non, c'est l'opinion d'une démocrate, et j'imagine que vous êtes une démocrate comme moi. Non, mais c'est pas ça, c'est que je n'ai jamais rien vu dans ce qu'a pu dire ou faire Vox qui me permettent de considérer qu'ils sont antiféministes. Ah, c'est dans leur programme. Qu'est-ce qui est dans leur programme? Le fait qu'ils veuillent révoquer la loi sur la protection des femmes et la violence faite aux femmes, c'est dans leur programme. Non, mais révoquer, ça veut dire quoi? Faire des amendements, qu'il y ait moins de protection. Bon. Mais ça, c'est votre avis, madame. Mais eux, probablement, si vous leur posez la question, ils vont vous dire non, pour telle et telle raison, nous considérons que la loi est mal faite, etc. Moi, je ne crois plus une seule seconde quand les journalistes me posent ces questions comme ça, parce que je m'aperçois à chaque fois que la réalité est extrêmement différente. Alors, c'est pas l'avis d'une journaliste, en l'occurrence, c'est l'avis de quelqu'un qui a lu leur programme. Et on vient de faire un reportage, on les a rencontrés. Eh ben, écoutez, parfait. Les Espagnols, ça a l'air de leur plaire, en tout cas. Écoutez, une petite minorité. Parlez-nous un petit peu de cette alliance européenne des nations que vous voulez créer. Vous voulez plus d'Union européenne, en tout cas pas dans sa forme actuelle. Actuelle, ça veut dire quoi, l'alliance européenne des nations? C'est simple, si vous voulez, on a toujours mélangé l'Europe et l'Union européenne. Quand on parle de l'Union européenne, on parle de l'Europe. Alors moi, je sépare tout à fait les deux. Disons que c'est un petit peu comme si on me disait, est-ce que vous êtes contre l'aviation? Non, je suis pour l'aviation. Je trouve que c'est une formidable aventure humaine. Mais je suis contre la compagnie aérienne. L'Union européenne, c'est la compagnie aérienne. Je veux changer de compagnie aérienne. Je veux qu'il y ait une organisation européenne. Je veux que les nations s'entendent sur un certain nombre de domaines. Pas tous. Pas ceux qui aujourd'hui sont captés par l'Union européenne. Mais je ne veux pas que ça se fasse dans les conditions actuelles. Je ne veux pas qu'il y ait une commission qui est l'initiative législative, qui est constituée de gens qui ne sont pas élus, qui n'ont de compte à rendre à personne, et à qui je dénie en réalité la volonté de défendre les intérêts notamment de la France. Donc je pense qu'il y a un Conseil, il y a un Parlement européen, ce sont les deux structures qui sont des structures démocratiques, et donc la Commission doit être par exemple exclusivement un secrétariat technique, et non pas le grand Manitou qu'elle est devenue au fur et à mesure du temps, parce qu'elle s'est accaparée des pouvoirs qu'elle n'aurait pas dû avoir. Je pense que sur toute une série de sujets, on a raté les grandes révolutions du XXIe siècle. L'Union européenne nous les a fait rater. L'intelligence artificielle, zéro de la part de l'Union européenne. La protection, zéro. La protection de nos entreprises nationales, de nos entreprises européennes, donc des entreprises des pays de l'Union européenne, contre l'extraterritorialité du droit américain, zéro. Il y a des subventions à l'intelligence artificielle. On va pas rentrer dans ces détails-là. Donc elle est inefficace, quoi. Elle dépense notre argent pour rien. En fait. Non, c'est pas complètement vrai. Il y a des recherches de pointe qui sont mises en place. Probablement, on fera mieux. Écoutez, ne me dites pas ça, madame. Ne me dites pas ça quand nous sommes aujourd'hui colonisés numériquement par les États-Unis et par la Chine. Ne me dites pas ça quand il y a 20 ans, l'Europe était à la pointe du numérique, avec Nokia et toute une série d'autres très grandes entreprises. C'est nous qui étions à la pointe mondiale. Et en 20 ans, l'Union européenne nous a fait perdre cet avantage, ce bénéfice, parce qu'encore une fois, elle se mêle de ce qui la regarde pas, mais elle ne se mêle pas de ce qu'elle devrait, Est-ce que vous pensez que la France toute seule pourrait faire concurrence à la Chine? Mais la France toute seule a réussi à créer des géants mondiaux, madame. Et depuis, ces géants mondiaux se sont d'ailleurs effondrés les uns après les autres. Donc oui, je pense que la France toute seule, mais ça n'est pas l'objet de mon propos. La France toute seule peut le faire, mais je pense que la France doit pouvoir le faire avec l'Italie, avec la Hongrie, avec l'Autriche, avec la Pologne, avec les pays qui ont envie précisément de s'attaquer à cela et de préserver nos entreprises, de préserver notre souveraineté, et puis accessoirement de préserver aussi nos pays de l'immigration massive qui aujourd'hui est un problème. J'étais étonnée que vous n'en ayez pas parlé dans votre programme comme un des points saillants. Vous voyez, si je vous ai parlé de Schengen. Oui, mais que vous ayez prononcé ce mot. Les frontières, c'est essentiel. Et une politique européenne concertée, constructive de l'immigration, vous n'y croyez pas? Vous pensez que chacun doit se débrouiller dans son coin? Non, mais je vais vous dire pourquoi je n'y crois pas. Parce que vous voulez que je confie à la Commission européenne le soin de lutter contre l'immigration. Mais la Commission européenne est pour l'immigration. Elle est pour, elle le dit en toutes circonstances. Elle dit, pour sauver nos retraites, il faut de l'immigration. Pour lutter contre la dénatalité, il faut de l'immigration. Madame, il y a des pays souverains qui pensent ça, comme l'Allemagne. Non mais d'accord, mais ils sont souverains. Je ne pense pas que la Commission européenne dicte
aux États de l'Union européenne de faire entrer des migrants pour leur retraite. Les Allemands décident d'accueillir 1 million de migrants, c'est leur problème. D'ailleurs, ils ont un taux de croissance supérieur à celui de la France, comme quoi ça peut n'a rien à voir avec l'immigration, pardon, mais mélangez pas tout. Je pense qu'il y a des pays qui choisissent l'immigration, comme le Canada, l'immigration choisie sur les diplômes, sur le niveau d'éducation, etc., et qui réussissent plutôt bien. Eh bien, d'accord, c'est leur choix, on en reparlera, parce que l'Allemagne, je crois qu'ils s'en mordent les doigts aujourd'hui, et que précisément Madame Merkel, après en avoir accueilli 1 million, est en train de serrer toutes les vis. Mais moi, je m'en moque, c'est leur problème. Il y a qu'un malheur, c'est que quand Madame Merkel, elle fait venir 1 million de personnes, il y en a combien de centaines de milliers qui se retrouvent après en France? Et ça me pose une difficulté. Vous voyez que chaque pays assume pour lui-même, choisisse sa politique d'immigration, soit. Mais confier, encore une fois, à la Commission, qui est pour l'immigration, le soin de réguler l'immigration, non. Mais une police des frontières européennes, Frontex, ce genre d'organisme, vous y croyez ou pas? Ça n'a aucun lieu d'être. Le problème... pourquoi pas, encore une fois, s'ils viennent en supplément de la protection par chaque pays de ses propres frontières et de la gestion de sa propre politique d'immigration. Demain, la Grèce est confrontée à un flux massif de migrants. Elle protège elle-même ses frontières et elle appelle Frontex, comme en quelque sorte le Mali a appelé l'armée française quand il s'est retrouvé en difficulté, pour qu'ils viennent l'aider, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, Frontex, c'est quoi? C'est une hôtesse d'accueil de l'immigration. Frontex n'est pas là pour empêcher l'immigration. Frontex ne ramène pas les clandestins dans leur propre pays. Il n'arraisonne pas les bateaux en les ramenant à leur port de départ. Ils sont une hôtesse d'accueil. Ils gèrent les campements de migrants. Ils organisent tout cela. Bon, non, en l'état, Frontex, objectivement, ne répond pas aux missions que, éventuellement, je souhaiterais leur confier. D'accord. Parlons un petit peu maintenant plus de politique internationale, ou en tout cas de vos relations à l'international. On vous sait assez proche de Steve Bannon, que vous avez rencontré. Il a créé cette fondation, le Mouvement. Vous avez choisi de ne pas en faire partie, pourquoi? Et le Mouvement, je le rappelle, c'est l'idée de rassembler ces groupes européens, ces partis européens nationalistes, populistes. Et d'ailleurs, il va organiser un grand rassemblement avant les élections européennes. Est-ce que vous irez à ce rassemblement? Non, mais nous n'avons pas dit que nous n'y participerions pas. Non, je vous demande, vous n'êtes pas dans le mouvement. Il y a des partis qui sont dedans. Déjà. Oui, enfin, en réalité, nous attendons qu'on nous exprime la forme, le périmètre de cette fondation. Sur l'idée, moi je suis d'accord qu'il y ait une fondation qui puisse discuter, permettre des tables rondes, des échanges entre des experts italiens, français, autrichiens, espagnols. Et ça ne vous gêne pas que ce soit un Américain qui soit à l'origine de ça? Mais non, madame, parce que ça n'est pas une fondation qui est une fondation européenne, c'est une fondation mondiale. Il faut qu'on puisse discuter avec des Russes, il faut qu'on puisse discuter avec des Américains. Demain, vous voyez bien qu'on est au bout de la logique de la mondialisation sauvage, et je m'en réjouis. Mais demain, il va falloir réfléchir le commerce international. Est-ce qu'on va continuer le libre-échange ou est-ce qu'on va mettre, comme nous le souhaitons, le juste échange? Est-ce qu'on va voir revenir le protectionnisme intelligent, comme je le souhaite, ou est-ce qu'on continue la dérégulation totale? Tout ça, ce sont des choses que nous devons discuter au niveau mondial. Donc vous irez à son rassemblement, celui qu'il a juste avant les élections européennes, vous en ferez partie. Mais à chaque fois qu'on peut discuter, qu'on a un espace pour discuter ensemble de tout cela, bien sûr, je considère que c'est intéressant et important. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement. Vous parlez de la Russie, vous avez quand même des relations déjà avec la Russie assez étroites. Bon, donc en fait, j'ai des bonnes relations avec les États-Unis et avec la Russie. Soit je crois que je suis exactement... Monsieur Bannon n'est pas les États-Unis. Non mais d'accord. Enfin, c'est quand même le conseiller de Donald Trump. Ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Oui, enfin, ça ne l'est plus. Il est plutôt en disgrâce. Non, je suis pas sûr de cela. Attention à ce que vous dites. Hein. En tout cas, vous savez, maintenant avec les fake news, il faut faire attention à ce qu'on dit. Bon, quoi qu'il en soit, je souhaite avoir des très bonnes relations avec les États-Unis et avec la Russie et avec l'Inde, et accessoirement avoir des relations également avec la Chine, parce que je pense que c'est le rôle de la France. Est-ce que c'est pour ça que vous avez mis Monsieur Mariani en numéro 3 de votre liste, lui qui est très très proche des Russes, qui est très souvent en Russie? Non, j'ai mis M. Mariani parce qu'il est le fondateur de la droite populaire. Et un transfuge des Républicains. Il exprime ce rassemblement que j'ai souhaité. Mais il a beaucoup d'entrées chez les Russes, M. Mariani. Oui, il a de très bonnes relations avec les Russes, mais c'est très bien. J'ai des gens aussi sur ma liste qui ont des très bonnes relations avec les États-Unis. Et soit, et tant mieux, car encore une fois, la France a une place particulière dans le monde et elle doit conserver cette voie particulière et elle doit être une puissance d'équilibre. C'est dans ce monde multipolaire que je souhaite voir réémerger, et qui réémerge, c'est, je crois, quelque chose d'essentiel. Alors, la question que je dois absolument vous poser, est-ce que vous allez vous représenter à la présidentielle en France en 2022? Ah, j'en sais absolument strictement rien. Vraiment?
Mais oui, vraiment. Vous voulez pas prendre votre revanche contre M. Macron? Non, non, mais je n'ai pas du tout l'esprit revanchard, moi. Je ne regarde d'ailleurs jamais le passé, je regarde plutôt l'avenir. Ce sont les adhérents du Rassemblement national qui décideront le moment venu qui est le mieux placé pour porter nos idées. Si c'est moi, ben, j'irai. Si c'est pas moi, je céderai très facilement la... Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas encore qui pourrait éventuellement... Vous n'avez pas envie, vous, à titre personnel, être candidat. Moi, j'ai envie qu'on gagne. Voilà, quel que soit celui par lequel passera cette victoire, je souhaite que nous gagnions. Parce que je pense que mon pays va très mal, que chaque jour qui passe démontre que notre pays va mal, qu'il s'affaiblit et qu'il faut urgemment changer de direction. D'accord. Eh ben, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Le Pen.